Bonjour, je m'appelle Luis. Merci d'être venu. Je suis ici pour vous présenter comment on fait l'infrastructure as code, IAC, pour des projets IA avec Databricks Asset Bundles. Avant de commencer, je voudrais m'introduire. Donc, je suis ML Engineer chez ACC. Je suis certifié Databricks. J'ai déployé une vingtaine de modèles en production. Et si vous voulez en parler pendant la pause de comment déployer vos modèles jusqu'à la production pour sortir du prototypage, n'hésitez pas. Il y a aussi mon LinkedIn ici. Vous pouvez aussi les scanner pendant l'enregistrement. Un petit mot sur ACC. ACC, c'est une entreprise qui est à Bruges. On fait des batteries de voitures électriques et on veut se positionner comme le leader de la batterie pour les voitures électriques en Europe. En termes d'IA, on fait plusieurs use cases. Donc, on peut utiliser des LLM pour l'analyse de documents. On fait aussi de la computer vision pour la manufacture, donc détection de défauts, par exemple. Et on a plusieurs capteurs. On peut faire de l'analyse de time series pour justement faire du contrôle de qualité ou d'autres applications. Pendant cette présentation, je vais parler de MLOps. C'est un terme qu'on n'entend pas souvent ici, même à Datakiten. C'est très récent. Et une composante du MLOps, c'est l'infrastructure as code, que je vais aussi expliquer. Et l'idée de l'infrastructure as code, c'est de déployer des ressources par le code. Donc, quelles ressources vous pouvez déployer, comment ça marche en fait. Et finalement, je vais finir sur comment les utiliser dans Databricks, qui est un acteur majeur aujourd'hui du MLOps. MLOps. Avant de venir expliquer qu'est-ce que c'est le MLOps, je vais commencer par un fait. Plus de 80% des projets d'intelligence artificielle n'atteignent pas la production. Plus de 80% des projets d'intelligence artificielle n'atteignent pas la production. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais c'est énorme comme chiffre. Ça veut dire qu'on paye nos data scientists, eux, ils vont passer de 3 à 4 semaines à ne pas dormir pour vous sortir le meilleur modèle qui va changer le monde. Il y a quand même 80% de chances que ce modèle n'apporte aucun intérêt business parce qu'il ne va pas être déployé. En fait, ce n'est pas de la chance. Une équipe chez IBM et Casper Institute ont regardé qu'est-ce qui se passe pour les projets, le 20% qui réussit. Et ils ont retrouvé des choses communes. Ils ont trouvé des choses communes entre eux, entre ce 20%, mais aussi sur quelque chose qu'on connaissait déjà. Le DevOps. On peut simplifier un peu MLOps et dire que c'est essentiellement du DevOps pour du machine learning, du ML. On retrouve des pratiques du type automatisation avec une CI/CD, une orchestration d'un certain nombre de tâches pour appeler vos modèles, cet aspect de reproductivité du code, de pouvoir reproduire votre environnement de dev dans la production, l'aspect de versionning, que ce soit du code, de la data ou du modèle en question, l'aspect collaboratif, on ne va pas construire une plateforme MLOps à 1, c'est très compliqué, je l'ai déjà essayé, je vous assure. Ensuite, il y a des choses qui sont caractéristiques au projet ML, donc entraînement continu, évaluation, savoir que votre modèle est pertinent toujours. Tout ce qui est tracking des expériences, donc pouvoir faire entraîner un modèle avec un certain nombre de paramètres différents à chaque fois et pouvoir comparer tous ces modèles qui sortent entre eux. Et bien sûr, il faut monitorer en continu et rajouter des feedback loops pour savoir s'il faut réentraîner le modèle. Juste pour vous donner une idée, pourquoi le terme, à quel point le terme MLOps est en retard par rapport au DevOps. Là, j'ai voulu mettre un graphe. En rouge, c'est lorsqu'on recherche sur Google DevOps, et en bleu, c'est lorsqu'on recherche sur Google MLOps. Donc, vous voyez, le terme MLOps est négligeable quasiment par rapport à DevOps. C'est très nouveau, il manque de standards, il manque de pratiques, mais il y a des choses
déjà qui commencent à sortir, des design patterns, on appelle ça. Et il y a un acteur MLOps majeur aujourd'hui, c'est Databricks. Ils vont rien payer pour donner ces présentations, hein, je vous rassure. Mais c'est une plateforme qui permet de faire du data engineering et du MLOps. Et si on compare par exemple à d'autres providers, par exemple SageMaker d'AWS, Vertex AI de Google Cloud et Azure ML de Microsoft, bah, c'est pareil, c'est les recherches sur Google de ces termes-là. Databricks, ils emportent largement les trois autres, même tous ensemble, en fait. Donc, c'est un acteur qu'il faut regarder. Et le but de cette présentation, c'est de vous expliquer un des outils principaux de Databricks. Et avant de parler de celui-là, je vais introduire avant un concept qui est l'infrastructure as code. Je suis désolé, c'est très compliqué. Mais c'est plus simple à mettre en place, je vous assure. Je vais prendre un peu d'eau. L'infrastructure as code. Donc, on peut définir déjà l'infrastructure as code, par exemple, en se disant que c'est la gestion des ressources informatiques par le code. Pourquoi le déploiement manuel, c'est un problème? C'est chronophage, manque de répétitivité. Vous appuyez pas dans le bon bouton au même moment et vous avez un résultat complètement différent. Dans le cloud, ça peut coûter très cher. Vous avez des ressources perdues dans la nature que vous avez oubliées, qui tournent, qui génèrent des coûts. Vous avez par exemple le manque de standardisation, par exemple le test list endpoint good final 3. Et une autre ressource oubliée, test list endpoint good final 4, par exemple. En gros, le développement manuel, c'est le mal. Vous l'avez compris. En revanche, si on fait le déploiement automatique, ça facilite le développement. Il suffit de cliquer un bouton. Bon, j'exagère, c'est plus compliqué que ça. Il y a consistance entre les environnements. On peut renforcer les bonnes pratiques, par exemple de data governance, de permission, de convention de nom. C'est scalable, vous pouvez dupliquer le code à l'infini. Et vous avez toute cette traçabilité parce que toutes vos ressources sont listées dans votre code. Et vous avez même de versionnement, à quelle date, il y avait quelles ressources déployées. C'est vraiment un outil puissant. J'ai coupé une partie de la définition. Je vais vous expliquer pourquoi en un instant. Je vais commencer par un exemple en Python. Pur Python. Disons qu'on veut créer un endpoint, c'est une machine qui est destinée pour héberger un modèle d'IA. Donc on va créer notre fonction. Sauf qu'en créant notre fonction, on se rend compte que si on veut déployer un endpoint et il existe déjà, on va avoir une erreur. Donc on va coder cette deuxième fonction, check endpoint exists. Ensuite, on va vouloir probablement être capable de détruire et de mettre à jour notre endpoint. Sauf que pour mettre à jour votre endpoint, selon le paramètre, vous aurez besoin de détruire le endpoint et le recréer. Donc pour savoir dans quel cas vous êtes, il vous faut une fonction supplémentaire, check update or destroy endpoint. Donc vous commencez à voir déjà, c'est une charge conséquente de gérer l'infrastructure avec le code qu'avec du Python. Et ça, c'est juste un endpoint. Si jamais je veux faire un dashboard, par exemple, je duplique le code. Vous imaginez, et je ne parle pas de test unitaire ici, c'est du code à maintenir. Du coup, je vais changer ma définition. L'IAC, ce n'est pas la gestion des ressources informatiques seulement, mais il faut qu'on utilise un outil adapté. Dans le marché, on trouve Terraform, par exemple, qui est le plus connu. Pulumi, si vous voulez rester sur du Python ou du Java. CDK pour Kubernetes, AWS CloudFormation pour AWS, et depuis avril 2024, c'est Generally Available Databricks Asset Bundles. Donc c'est relativement nouveau. Je veux m'attarder un petit peu sur Databricks Asset Bundles et Terraform. En fait, Databricks Asset Bundle, derrière, c'est du Terraform, donc tout ce que vous pouvez faire dans Databricks Asset Bundle, vous pouvez le faire sur Terraform. Terraform a l'avantage que c'est multi-provider, vous pouvez déployer sur Google Cloud, sur Azure, etc. Il a des features plus puissantes, mais ça reste plus complexe. Databricks Asset Bundle, c'est nouveau, donc peu mature. C'est exclusif pour Databricks, mais ça reste relativement simple à utiliser.
J'ai voulu mettre un exemple de code. Donc ça, c'est comment déployer un endpoint qui héberge Mistral sur Databricks Asset Bundle, donc un LLM. Si je veux changer un paramètre, je change le paramètre directement. Vous voyez, c'est très listé, toutes les propriétés. C'est déclaratif, disons. Donc je change le paramètre et Databricks Asset Bundle va prendre en charge toute cette logique de est-ce que je dois détruire ou recréer l'endpoint ou est-ce que je peux le mettre à jour directement. Et si vous voulez le supprimer, il suffit d'enlever le code. Pas besoin de créer une fonction pour détruire le code. Donc, je l'ai mis en commentaire ici pour que vous voyez. Mais globalement, il y a beaucoup moins de code, beaucoup moins de travail pour vos devs, beaucoup moins de code à maintenir, à tester aussi. Donc c'est un outil très puissant. D'où ma première conclusion d'aujourd'hui, c'est l'infrastructure as code simplifie la gestion des ressources informatiques lorsqu'on utilise un outil adapté tel que Databricks. Maintenant, je vais prendre un peu d'eau. Maintenant, j'entends dans l'audience, vous dites, oui, ok, j'ai compris, l'IAC, c'est ce qu'il faut pour mon entreprise. Qu'est-ce que je peux faire avec? Quelles ressources je peux déployer? C'est mon numéro 3, c'est parfait. Je vais partir sur un use case très général. Donc, il y a une architecture qui est relativement populaire en ce moment, ça s'appelle le Three Pipelines Model. Ça s'adapte à quasiment tous les systèmes d'intelligence artificielle, même des agents. Globalement, un use case classique, vous avez des données brutes que vous allez transformer en caractéristiques assimilables pour votre modèle. Ces caractéristiques, features, vous allez les stocker dans une feature store, donc rien d'autre qu'une ou plusieurs bases de données. Et ensuite, vous allez construire la deuxième pipeline, qui est la pipeline d'entraînement, où vous allez lire ces features et les utiliser pour entraîner votre modèle. Ce modèle va être versionné, stocké dans un model registry. Et ensuite, vous allez vouloir utiliser ce modèle dans la troisième pipeline, qui est la pipeline d'inférence. Donc, vous réutilisez ce modèle avec des caractéristiques qui seraient calculées soit online, soit offline, et vous allez sortir une prédiction. Donc ça, c'est un système d'intelligence artificielle classique. Sauf que dans la vraie vie, on ne doit pas rester jusque sur ça. Il y a quand même des périphéries. Vous allez peut-être vouloir rajouter monitorer que votre donnée d'entrée n'est pas de drift. Vous allez vouloir monitorer que vos prédictions correspondent à une performance, qu'il n'y ait pas de drift dans les prédictions non plus. Vous allez vouloir afficher ça dans un tableau de bord. Et bien sûr, il faut exposer tout ça parce que sinon ça ne sert à rien, via une API, via une web app, à un utilisateur. Donc, concrètement, il y a un certain nombre de ressources, et c'est conséquent, à déployer. Si on n'utilise pas l'infrastructure as code, c'est compliqué. Avec l'infrastructure as code, enfin, spécifiquement avec Databricks Asset Bundle, toutes les ressources qui sont en noir dans ce slide, vous pouvez les déployer. Et elles correspondent, j'ai listé toutes les ressources qui correspondent au diagramme précédent. Donc vous pouvez déployer du storage, du compute, même du dashboard, et ils ont un composant qui s'appelle le Quality Monitor pour gérer du drift. Donc c'est relativement puissant et tout ça avec quelques lignes de code à chaque fois. Il y a quand même des choses qui manquent, à mon avis, c'est pouvoir créer des tables dans une base de données. Vous pouvez créer la base de données, mais pas la table, ce qui est dommage à mon avis. Et tout ce qui est la gestion de changement de colonnes dans la base de données ou de schema, type Liquibase pour ceux qui connaissent, et les API. Pour l'instant, c'est pas encore. Il faut passer par le cloud provider pour générer une API propre. Deuxième conclusion d'aujourd'hui, Databricks Asset Bundle permet de gérer pratiquement tous les composants d'un système IA et ses périphéries via le code. Maintenant, ok, Louis, tu m'as convaincu, je vais faire de l'IAC, je vais utiliser Databricks Asset Bundle. Comment je fais? Il vous faut du code. Voilà. Version Control System, GitLab, GitHub, Azure DevOps, votre choix. Vous allez configurer ce code-là pour que lorsque vous faites un push dans la branche qui va bien, ça déclenche une CI/CD. Donc une CI/CD, c'est
quelque chose qui vous permet d'orchestrer un certain nombre de scripts d'automatisation. Et vous avez besoin de 2 commandes. Vous allez valider le code avec bundle validate, très simple. Ça va vérifier que votre code n'ait pas d'erreur de syntaxe, que les paramètres fassent du sens. Voilà. Et déjà, c'est un peu, ça vous évite des problèmes de déploiement. Et ensuite, une fois que ça s'est passé, vous faites bundle deploy et vous allez retrouver toutes les ressources que vous avez déclarées directement sur Databricks. Je vais m'attarder un peu sur le terme bundle. Pourquoi bundle? En fait, un bundle, c'est un groupement de ressources déployées ensemble. Par exemple, on peut imaginer plusieurs projets ou même des sous-parties d'un projet que vous voulez déployer ensemble. Vous pouvez déployer plusieurs bundles dans Databricks de manière indépendante et vous pouvez détruire un bundle avec juste la commande bundle destroy. Donc, vous n'aurez pas de ressources perdues dans la nature. Si vous voulez abandonner un projet, vous faites bundle destroy de ce projet et ça ne va pas impacter les autres projets que vous aurez déployés. Et vous n'aurez pas de ressources perdues. Finalement, je vais conclure avec quelques conseils sur comment l'utiliser. Il faut grouper peu de ressources dans un bundle. Il ne faut pas faire une ML platform dans un seul script. C'est jamais bien. Aussi, je vous conseille de mettre des ressources qui prennent longtemps à se déployer, par exemple les endpoints, séparément des ressources qui prennent peu de temps à se déployer. Par exemple, une pipeline d'inférence, ça prend quelques secondes. Si vous avez une erreur en production et vous voulez fixer ça, c'est beaucoup mieux si vous ne devez pas attendre 30 minutes qu'un endpoint qui est déjà déployé soit validé. Et finalement, ne mélangez pas des ressources qui n'ont rien à voir les unes avec les autres. Donc, s'ils ne sont pas dans le même projet, il ne faut pas les mélanger, il faut éviter les adhérences. Voilà. Avec ça, merci de votre attention. Si vous avez des questions, je serai ravi d'y répondre. Ça a été extrêmement rapide. On voit que Databricks vous a aidé. Donc, on peut prendre des questions. On est en avance. On est même très en avance. Donc, c'était évidemment plus technique que la présentation de tout à l'heure. Donc, vous pouvez poser vos questions. Je monte, j'arrive. Merci. Bonjour, merci pour votre présentation. Dans une de vos slides, vous disiez que Terraform était plus performant, on va dire, que Databricks Asset Bundles, plus malléable, avec plus de features. Quels sont les arguments aujourd'hui qui feraient qu'on utiliserait plus Databricks Asset Bundles plutôt que Terraform dans un cadre professionnel? Il y en a plusieurs. Déjà, la maturité. Databricks Asset Bundle, il sort des features toutes les 2 semaines. Donc, il faut les suivre de près. Pour l'instant, j'ai jamais eu de problème dans le sens où ça casse quelque chose d'important. Mais il faut les monitorer. D'un autre côté, il y a sur Terraform, c'est multi-provider, donc vous pouvez déployer par exemple une API sur Azure et ensuite brancher ça à Databricks Asset Bundle, tout ça dans le même projet, par exemple. Et finalement, il y a quand même sur Terraform, il y a cette notion de module qui est très puissante. C'est un peu comme les classes en Python. Donc, vous pouvez grouper un ensemble de ressources pour créer une entité. Par exemple, vous pouvez créer une feature pipeline qui comporte du storage, qui comporte une base de données, qui comporte tout ça dans un même module. Et vous dites, je vais déployer 2, 3 feature pipelines avec ces paramètres. Donc, c'est relativement puissant. Sur Databricks, Asset Bundles, en tout cas, c'est plus une ressource à la fois. Voilà. Donc, c'est un peu moins puissant dans ce sens-là. Merci. D'autres questions? Il a répondu à votre question. C'était super clair alors. Ah, là il y a une question. Salut, merci pour la présentation. J'aurais juste une toute petite question sur l'architecture que tu as montrée sur les différents features que d'un système IA peut proposer, enfin dont on a besoin pour faire un système IA. Et j'aurais été curieux d'avoir ton avis sur quels sont les différents profils data qui interviennent à quel moment de toute cette architecture. Ah oui, effectivement.
En fait, j'ai complètement viré tout ce qui n'est pas MLOps. En vrai, j'ai mis données brutes, c'est faux. C'est données qui viennent d'une table Silver pré-traitée par des data engineers. Les data engineers, je conseille quand même de les garder dans la boucle à chaque fois que vous devez stocker des données. Ils ont des astuces sur comment faire des queries efficaces pour que ça prenne pas de temps. Voilà. Et dans les métiers, donc le modèle par exemple, là j'ai mis comment faire une pipeline d'entraînement, mais il y a une phase de prototypage avant pour les data scientists qui vont trouver quel est le modèle qui vaut le coup d'entraîner avec une infrastructure robuste. Voilà. Merci. Ça répond à votre question? Merci pour la présentation, c'était super. J'aimerais bien que tu me dises quelles sont les 3 features que tu as envie que Databricks Asset Bundles développe prochainement pour que ce soit encore meilleur. C'est une bonne question. Je vais revenir à la liste. Donc, bon, j'ai été content. Il y a 1 ou 2 semaines, ils ont sorti le fait de pouvoir déployer des web apps. C'était un des features qui manquait. Databricks, c'est vraiment cet aspect où ils veulent que tout le monde ait accès à Databricks, même les business, tout ça, et que la donnée n'ait pas besoin de sortir de Databricks. Dans ce scope-là, à mon avis, il manque une API. Donc, vous pouvez appeler une orchestration, un workflow, vous pouvez l'appeler, mais vous recevez tellement d'informations inutiles, l'ID du workflow, même le nom, l'environnement, des choses que vous ne voulez pas exposer ça avec un client. Ils ont cet aspect d'exposer tout dans une table. Je préfère des fois des API. Et du coup, cet aspect de gestion de schema, je pense que ça manque pour une plateforme qui a commencé comme Data Engineer. Après, c'est hyper robuste, ça vaut ce que ça vaut, il y a du data lineage et tout ça. Mais pour moi, c'est vraiment ces trois cas. Merci. D'autres questions? Ah, en bas. Merci pour la présentation. Justement, je rebondis sur la présentation que Sonia tu as donnée avant, sur le fait que tu nous as rappelé qu'il fallait prendre en considération le déploiement le plus tôt possible pour éviter justement les 80% de projets qui finissent dans les tiroirs. Quelles sont les propriétés de Databricks que les data scientists devraient avoir en tête quand ils commencent à réfléchir à leur solution pour pouvoir maximiser le potentiel de la plateforme? C'est dur de trouver vraiment juste quelques petits aspects. Déjà, donc, Databricks est très puissant pour faire de la data science. Derrière, c'est du MLflow. Donc, c'est un outil hyper robuste pour faire des expériences et tout ça. Tout ça est directement stocké dans le workspace Databricks, avec les modèles, les artefacts, si vous faites des graphes et tout ça, même des métriques, vous pouvez comparer. Je dirais que plus que les data scientists, je pense qu'il y a une partie des ML engineers qui devraient abstraire d'une certaine façon toutes les complexités de gérer Databricks et le brancher à MLflow par exemple, pour qu'un data scientist puisse se concentrer sur la partie qui est importante, qui est l'expérimentation. Par exemple, des décorateurs pour connecter directement sur Databricks, c'est un exemple. C'est un outil qui est puissant. Est-ce que j'ai répondu à votre question? Je suis parti un peu de côté. Est-ce qu'il y a des contraintes, par exemple, sur le type de modèle? Ça dépend de l'argent. Voilà. Ça reste quelque chose dans le cloud, donc c'est toujours cet aspect trouver le meilleur modèle qui soit le plus petit possible. Ouais, c'est un compromis toujours. Et il y a il y a quand même quelque chose d'intéressant. Si vous avez une workstation pour faire entraînement avec du GPU, c'est très bien, mais c'est pas tout le temps le cas.
vu qu'il y a, par exemple, les analyses d'images, ça a besoin du compute. Beaucoup de personnes ne veulent pas faire de l'entraînement dans le cloud parce que, a priori, c'est cher. C'est relativement cher quand même. Mais il y a quand même du temps que vous gagnez à travailler directement sur Databricks par rapport à une workstation. C'est le temps de transfert des données. Transférer des images de dizaines de mégabytes, c'est hyper lourd. Et même si vous ne le payez pas dans la workstation, vous le payez avec votre data scientist. Donc, c'est garder en tête cet aspect aussi. C'est pas que de l'argent dans le cloud, c'est du temps que votre data scientist passe à prototyper. D'autres questions? Oui, là. Dans les ressources dispo dans Databricks et qu'on peut instancier avec les asset bundles, il y a l'orchestrateur. Oui. Est-ce que tu as, si t'as pas le feedback, tant pis, mais est-ce que tu as un feedback sur l'utilisation de l'orchestrateur interne de Databricks, donc les workflows, versus des solutions entre guillemets externes à Databricks, très open source, style Airflow? Est-ce que tu as un feedback, les pros and cons de l'un et de l'autre? Ouais, j'ai en tête 3 cas, en fait. Airflow, ce que j'aime pas, c'est qu'il faut gérer le serveur derrière. Mais c'est très puissant. Il y a des outils. Enfin, je pense que ça a sa place dans l'écosystème. Dans Databricks, les workflows, vous pouvez faire du serverless. Donc, c'est géré par vous, par Databricks. En revanche, mon expérience avec le serverless sur Databricks, c'est que c'est relativement lent. Ils rajoutent une couche de complexité parce qu'ils sont basés dans le cloud provider. Donc, si vous maîtrisez les ressources du cloud provider, vous pouvez avoir un meilleur temps de réponse, par exemple. J'ai répondu? Oui. Très bien. D'autres questions? Là. Est-ce que par hasard, tu as déjà eu des cas où Databricks c'était un frein sur certains types de modèles? Typiquement, je pense au temps d'inférence qui peut être un peu long quand on utilise Databricks. Oui. Un cas que j'aime pas trop, c'est quand vous avez un cas typiquement serverless, de requêtes, le nombre de requêtes imprédictibles, pas vraiment dans un plage horaire prédictible non plus. Faible volume, donc typiquement le cas de dev. Databricks, le serverless, vous déployez un modèle, vous avez la possibilité que ce modèle soit appelé soit allumé que lorsqu'il y a une requête. Mais ça prend, ils disent jusqu'à 1 minute pour déployer. Mon expérience, c'est plus 1 à 3 minutes. Donc, quand vous faites du développement, ça peut être assez douloureux. Et encore pire quand vous utilisez ça vraiment dans la production. Si vous voulez pas payer un modèle online tout le temps. Voilà. C'est le seul cas où j'ai vraiment eu de douleur sur Databricks. Merci. Encore une ou deux questions, on a un peu de temps. Je scrute. Ok. Moi, j'avais une question un peu business. En fait, j'ai compris ce que vous faisiez, ce que faisait l'entreprise. Et de façon opérationnelle, cette mécanique, elle est mise en œuvre aujourd'hui et elle répond à quel sujet que vous avez présenté au début sur la manufacture, sur principalement, on va dire. Oui. Donc, essentiellement, tous les sujets que j'ai présentés ici, bientôt. Tous les sujets que j'ai présentés ici, on les fait sur Databricks. Donc, on a ACC est en train de transitionner vers cet aspect, vers une entreprise data aussi. Donc, il y a un effort de transférer toutes les données qui étaient dans les différents départements dans Databricks. Et il y a aussi cet aspect machine learning. Nous, on a commencé avec des workstations et on a migré vers Databricks. Aujourd'hui, tous ces cas-là sont gérés dans Databricks. Ok, merci. Dernière question, puis après on s'arrête.
Juste un point de technique. Si on a des données sensibles qui sont par exemple sous réglementation européenne, est-ce que Databricks a des data centers dédiés? Oui. Bah, au final, Databricks c'est basé sur le cloud provider de votre choix. Donc, voilà. Je sais pas si c'est compatible avec des clouds français type Scaleway ou comme ça. Mais en tout cas, vous pouvez choisir la région dans laquelle les données sont hébergées et vous pouvez clôturer ça avec la bonne configuration réseau que je connais mal, je vous avoue. Mais c'est possible de vraiment freiner tout. C'est possible d'être réglementé. Et vous avez l'avantage qu'il y a tout cet aspect data lineage qui permet de tracer des décisions, par exemple, dans un modèle. Merci. Dernier tour de piste. Ah, une dernière. Merci encore pour la présentation. Moi, c'est plus une question sur, du coup, vous avez plusieurs use cases. Et est-ce que votre infra as code, elle est modulaire, c'est-à-dire qu'elle s'adapte à chacun des use cases et vous en utilisez qu'une seule, ou est-ce que chacun des cas d'usage, vous avez votre propre infra avec votre propre fichier YAML qui convient comme cela? Oui, bah, on sépare par projet. On sépare par projet pour pas mettre en prod quand on veut chaque projet. S'il y a un fixe dans un, pas besoin de déployer tous les autres projets. On sépare aussi, donc je mets les endpoints d'un côté, je mets les orchestrations d'un autre, la partie entraînement d'un autre côté. On essaye de modulariser quand même. Et au final, il n'y a pas vraiment beaucoup de différence entre est-ce qu'on va traiter un problème de computer vision ou de time series. La différence vient pour le data scientist. En termes d'infrastructure, au final, c'est juste le dimensionnement. J'ai besoin de plus de volume, j'ai besoin d'une machine plus puissante. Mais le code reste à peu près le même. Très bien, pardon. Eh ben, on est pile poil à l'heure, il reste 2 minutes. Donc, s'il n'y a plus de questions, on va pouvoir s'arrêter et on pourrait partir les premiers à la cantoche. Merci beaucoup pour toutes vos questions, ça me fait plaisir.